Salut et bienvenue dans notre premier podcast du DamienCinématiqueUniverse.com. Donc on va dire DCU, comme ça ce sera plus simple. Je me présente, je suis Damien, le créateur du site, ainsi que le créateur de ce podcast. Oui, je sais, le mec a un melon énorme. Bon alors voilà, je vous rassure, avec ce podcast, on va pas vous faire un énième récapitulatif ou débat de spéculation sur le MCU futur, actuel ou avant, etc. Bref, beaucoup de mes camarades l'ont déjà fait et ils l'ont même très bien fait. Donc du coup, nous, on va essayer avec ce podcast de faire quelque chose d'un peu plus original. C'est-à-dire de vous présenter les coulisses des films déjà passés, car maintenant que l'Infinity Saga vient de se terminer avec Endgame, du coup, avec ces petites émissions, on va essayer de vous donner des petites anecdotes croustillantes, des choses que vous ne saviez pas forcément sur le tournage ou sur les acteurs qui ont été choisis. Donc ça va être très simple, on va faire ça en 4 fois, durant tout le mois de mai, chaque mercredi, on vous postera une émission, donc je pense qu'elles feront à peu près dans les 40-45 minutes, donc chaque émission, il y aura une émission par phase. Alors vous allez me dire, il n'y a que 3 phases et vous allez faire 4 émissions. Oui, car en fait, les 3 premières donc, seront sur les 3 phases comme je viens de le dire, et la dernière sera sur l'après Infinity Saga, parce qu'on sait déjà quels sont les films, enfin en tout cas une partie des films qui vont arriver, et là par contre oui, on va faire un petit peu de spéculation, de savoir qui sera le futur grand méchant, quel sera le futur fil conducteur de la prochaine saga du MCU. Et pour m'aider dans cette démarche, je vais être accompagné par Monsieur S, mon expert Marvel. Bonjour Monsieur S. Bonjour à tous. Alors oui, avant de commencer ce marathon d'anecdotes croustillantes sur le MCU, il faut quand même dire 2-3 mots sur Marvel Studios. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lancement du projet MCU au début des années 2000, le grand patron de Marvel Studios n'était pas Monsieur Kevin Feige. Vous voyez, parce qu'on dit Feige, on dit pas Feige, comme... Feige, quoi. Feige, de toute façon. Voilà. Mais Avi Arad, qui venait de la partie comics de chez Marvel, c'est Arad donc, qui a eu l'idée d'aller chercher Kevin Feige à l'époque. Celui-ci bossait à la prod de la franchise des X-Men avant, avec la Fox. Et son boulot avec Bryan Singer était très apprécié et reconnu de par sa qualité par tous. Et c'est comme ça donc que Arad lui propose de devenir quand même le vice-président de Marvel Studios. La classe quand même. Le mec avait même pas 30 ans quand même. Après, au bout d'un moment, il y a Arad qui s'est retiré de Marvel Studios juste avant la production d'Iron Man, en fait. Donc c'est quand même lui qui était à la base du projet, de faire vraiment leur franchise à eux, de monter leur studio. Donc il s'est retiré juste avant Iron Man et Hulk, et il a laissé la place du coup de président à Kevin Feige. Et alors ce qui est drôle, c'est que suite au succès d'Iron Man et de Hulk, bien sûr, Disney a été intéressé par Marvel. Ils l'ont racheté en 2009. Et en fait, grâce au succès cinématographique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Feige, au moment du rachat par Disney, il a dit « Ok, mais moi, je vais imposer des choses ». Et les patrons du groupe Marvel étaient des mecs c'était des financiers, c'était pas du tout des fans. Et par exemple, si avoir une femme super-héroïne, ou des choses comme ça, c'était juste impossible. Et Kevin Feige avait senti le truc venir, donc il a juste négocié avec Disney en disant voilà, moi maintenant chez Marvel, je veux des fans et que des fans, plus de financiers. Les financiers, c'est Disney, vous gérez cette partie-là, mais sur la partie production et direction, je veux que du fan. Et c'est comme ça du coup qu'il a fait dégager tout le monde, et qu'en fait, Marvel est devenu une vraie maison pure, en tout cas un Marvel Studio, parce que Marvel Comics l'était déjà. En tout cas, Marvel Studio est vraiment devenu une maison pure fan, quoi. Et dortoir de geek. Oui, et dortoir de geek, ouais, carrément. Bon alors, on va démarrer cette phase. On va démarrer la phase 1 par Iron Man. Donc on va vous citer quelques petites anecdotes, comme je vous ai dit. Notre but, c'est pas de donner nos avis, machin, etc. Ça a été fait 30 milliards de fois. On va essayer de vous donner des petits trucs croustillants à mettre sous la dent et à partager devant la machine à café. Donc voilà, donc avec Iron Man, sorti en 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier film du MCU. C'est Kevin Feige lui-même qui a voulu embaucher Jon Favreau comme réalisateur. Alors le poste était déjà super convoité à l'époque. Il y avait beaucoup, la rumeur était dans tout Hollywood, donc pas mal de réalisateurs étaient intéressés, comme Tarantino. Bizarrement, c'est vrai qu'un Iron Man Tarantino, ça m'aurait pas déplu. Ça aurait été plutôt sympa. Alors après, au niveau de la violence, je pense pas que ça aurait été juste interdit au moins de 12 ans. Je pense qu'il aurait été interdit au moins de 16 ans, donc ça ne l'aurait pas fait, mais ça aurait été pas mal. Et Josh Whedon était déjà sur le coup à cette époque-là. Et même Louis Leterrier,
qui avait entendu parler de l'histoire, mais ça, quand on parlera de Hulk tout à l'heure, je vous expliquerai un peu plus attentivement. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une longue série l'acteur que les studios ne voulaient pas, mais que le réalisateur voulait absolument. Donc, ça n'a pas loupé dès le premier avec Iron Man, parce qu'il faut savoir que certains acteurs très connus étaient sur le coup. Même certains s'étaient quand même avancés à vouloir avoir le rôle, dont un certain Tom Cruise. Voilà. Mais déjà à l'époque, Jon Favreau, donc, qui avait été choisi comme réalisateur, avait proposé Robert Downey Jr. Alors, Robert Downey Jr. à l'époque n'était pas en odeur de sainteté auprès de beaucoup de gens dans le métier. Et du coup, il a fallu un peu se battre pour l'imposer, mais ils ont réussi. Il faut savoir que quand même Marvel jouait gros sur ce coup. C'était la première fois qu'il se produisait en tant que studio, l'intégralité d'un film. Et si celui n'avait pas fonctionné, ça aurait pu coûter très cher à Marvel dans son ensemble. Ça aurait même en fait coûté le studio Non. à la boîte de prod. D'ailleurs, quand Feige a lancé le truc, en termes de budget, voilà, c'était pas les budgets qu'ils ont maintenant pour leurs films. Donc, ils ont fait un choix avec Favreau. Pour eux, c'était les effets spéciaux. C'est-à-dire que si le film a été vraiment avec des effets spéciaux complètement cheap, ça allait pas faire marcher le film, quoi. Pas faire fonctionner le film, c'était certain. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les scènes d'action ont vraiment été écrites, peaufinées, storyboardées, etc. Et vraiment au niveau de l'investissement en termes d'effets spéciaux. Mais toutes les scènes de dialogue n'étaient quasiment pas écrites au moment du début du tournage. Et donc du coup, en fait, quasiment l'intégralité du film est une impro. Des acteurs, surtout de Robert Downey Jr. Et d'ailleurs, là où il a bluffé tout le monde, c'est la fameuse scène du Jericho en début de film, quand il présente ses nouveaux missiles, où il fait tout un monologue avant l'explosion des missiles. Et en fait, le monologue est intégralement une impro de Downey Jr. Alors, il faut savoir que sur l'ambiance du tournage était un peu particulière, même pour Favreau, le réalisateur lui-même, puisqu'il n'était pas prévu au départ qu'il joue le rôle de Happy dans son propre film. Alors, c'était beaucoup de stress pour lui, il n'a pas arrêté de le dire. D'ailleurs, si vous regardez attentivement le film, du début aux alentours de la fin, en fait, il n'a pas le même poids dans toutes les scènes, il a perdu plus de 10 kilos sur le tournage. Alors oui, on sait tous qu'il a bien repris derrière, mais il a repris son poids de forme. Voilà, mais sur le tournage d'Iron Man, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Et du coup, c'est d'ailleurs sur ce film-là vraiment que le projet MCU commençait à être lancé. D'ailleurs, il y a l'apparition de Nick Fury à la fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la version qu'on voit de Samuel Jackson de Nick Fury, c'est la version dans les comics Ultimate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dessinateurs qui ont créé la version de Nick Fury en version Ultimate l'ont créée en pensant à Samuel L. Jackson. Donc, c'est-à-dire que là, c'est la première fois qu'un acteur qui allait jouer le rôle d'un personnage comics était en fait l'acteur qui avait inspiré le personnage comics. Enfin, en tout cas, les traits de la nouvelle version. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Samuel Jackson était en gros le seul prétendant à ce rôle, quoi. Et c'est d'ailleurs aussi à cause de Samuel L. Jackson que la version de Nick Fury qui a été choisie, c'est la version noire, puisqu'il faut savoir qu'à la base, Nick Fury est un personnage blanc, avec les cheveux grisonnants, donc on aurait pu penser à Mel Gibson par exemple, et c'est parce qu'il voulait un acteur du gabarit de Samuel Jackson, et puis surtout avec le potentiel d'attirance du public pour ce genre d'acteur, qui a fait le choix aussi d'aller vers cette version-là, Nick Fury. Il faut aussi comprendre que toute la suite du MCU dépendait du succès du film Iron Man. Alors, heureusement pour nous, ça a été un succès mondial, mais il faut aussi rappeler une dernière petite chose, c'est que cette fameuse scène post-générique, il faut savoir qu'à la base, Hollywood n'en est pas friand du tout. Ça se fait beaucoup dans les films de série B, série Z, les films d'horreur, genre au dernier moment, la main qui sort du cimetière, enfin de la tombe. Et ils jouaient très très gros à jouer ce jeu-là. Bon, l'avenir a prouvé qu'ils ont eu raison, mais sur le moment, c'était pas joué. Tu m'étonnes. Donc on passe toujours en 2008, d'ailleurs. Toujours en 2008, la même année, sortait le film L'Incroyable Hulk, réalisé par un Français, Louis Leterrier. Alors oui, on le disait tout à l'heure, on va répéter pas mal d'histoires qui se sont faites plusieurs fois dans l'univers Marvel. C'est-à-dire que Louis Leterrier n'était pas non plus le choix premier des studios. Non. Adapter une série comics par un Français, bon, il y a eu des hésitations. Mais ça n'a pas été la seule. Alors oui, c'est clair que ça n'a pas été la seule. D'ailleurs, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est une semi-suite du film d'Ang Lee, qui n'était pas une production Marvel, qui était une franchise que Marvel avait donnée, je ne sais plus quel studio d'ailleurs. Mais bon, voilà, le film quand même, l'Incroyable Hulk démarrait où là, le film d'Ang Lee s'était arrêté. Par contre, un film Universal, je précise. Un film Universal. Bravo, monsieur S. Parce que c'est Hulk. Enfin, c'est Universal qui avait les droits pour Hulk. Ouais, voilà. Heureusement que mon expert est là. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Louis Leterrier, quand il a entendu parler d'Iron Man,
Il a été sonné à la porte de chez Marvel en disant, bah voilà, donc lui il avait déjà un pied à Hollywood, hein. Il avait commencé à travailler avec sur Alien, sur le quatrième Alien de Jeunet. Après il avait réalisé le Transporteur et sa suite. Enfin bon voilà, il avait déjà quand même un pied sur Hollywood, il avait déjà un petit nom. Et donc il a été voir Marvel parce que lui il était vraiment intéressé par Iron Man. Quand il est arrivé, Marvel a dit non, désolé, voilà, le Iron Man on est déjà en place et tout est prêt. Par contre, on veut lancer une suite à Hulk et ramener Hulk chez nous, donc on a récupéré les droits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Leterrier dit toujours que, en fait, comment ça se passe? C'est que les mecs, ils ont un sujet, un scénario, ils vont voir plusieurs réalisateurs, ils écoutent chaque version et chaque idée du réalisateur, et celle qu'ils préfèrent, ils les prennent. Et Louis Leterrier dit toujours que on est pris pour ses idées, mais c'est pas celles qui ressortent à l'écran. Donc voilà, donc il a été pris comme ça, et surtout, c'est qu'il est arrivé, lui, en disant, bah voilà, moi, je vois un acteur jouer le rôle de Hulk. Et quand il a proposé ce nom, les mecs lui ont dit ah, non, non, mais Marvel lui a dit écoute, il n'est pas assez connu, il faut quelqu'un de Bob Cable, etc. Donc c'est eux qui ont proposé Edward Norton. Mais ce qui est drôle, c'est que Louis Leterrier, en fait, lui, quand il est arrivé, c'était Mark Ruffalo qui voulait. Donc en fait, Mark Ruffalo aurait dû être déjà Hulk à cette époque-là, mais bon, voilà, comme il venait de films plutôt indépendants, etc., sa cote n'était pas non plus énorme, donc ils ont préféré Edward Norton. Après, le problème de Norton, c'est que la relation avec Louis Leterrier était un peu compliquée. C'est que Norton est connu pour réécrire toutes ses scènes, même quand c'est pas lui qui écrit le scénario. Et c'est ce qu'il a fait sur ce film-là. Donc tous les jours, en fait, des nouvelles pages arrivaient d'un scénario complètement réécrit, parce que le scénario à la base avait été écrit quand même par Zach Penn et Leterrier lui-même. Et d'ailleurs, Tim Roth, qui jouait le méchant, qui joue l'abomination, il a même expliqué qu'au bout d'un moment, ça devenait compliqué parce que tous les matins, avant le tournage, en fait, il y avait la scène arrivait, le scénario arrivait comme ça, avec réécrit par Norton, quoi. Donc ça a été un tournage très compliqué. Le film n'est pas non plus, voilà, il est ce qu'il est, mais en tout cas, en fait, c'était pour vraiment lancer le MCU. Et fait apparaître donc en scène post-générique Robert Downey Jr., donc qui rencontre le général Ross et qui lance vraiment le projet MCU tel qu'on l'aura connu par la suite. Ah, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, c'est à partir de là que, vu le succès de la scène post-générique de Iron Man, ils se sont mis à faire ça. Et puis quand ils ont vu le succès, en fait, ce que les gens ont plus retenu d'ailleurs du film, c'était la scène post-générique plus qu'autre chose. Et c'est comme ça que c'est devenu après une tradition chez Marvel, quoi. Donc voilà, donc les deux premiers films, 2008, c'était vraiment le lancement à tâtons, mais ils ont tâtonné, etc. Mais c'était le lancement du MCU. Du coup, 2009, il n'y a rien eu, parce que bah voilà, pré-production, etc. Et en 2010, Robert Downey Jr. est revenu dans son rôle d'Iron Man, alors toujours réalisé par Favreau. Alors par contre, voilà, le film, il est un petit peu particulier parce que c'est un peu un film de transition, quoi, qui a surtout servi à introduire beaucoup plus Nick Fury, bien sûr Natasha Romanoff et War Machine. Et c'est vrai que ouais, c'est un film un peu, je dirais pas fourre-tout, mais voilà, ils se sont dit il faut qu'on en mette plus, il faut qu'on donne du biscuit aux gens pour vraiment lancer le truc. Alors, en même temps, c'était pas une si mauvaise idée que ça parce qu'il fallait commencer à introduire l'univers étendu de Marvel et des comics. Donc, on avait commencé avec Nick Fury. Nick Fury, c'est le directeur du Shield. Donc, à partir de là, il fallait entre guillemets commencer à enchaîner. C'est pour moi quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas oublier aussi l'intégration de War Machine dans Iron Man 2. Donc on commençait un petit peu à sentir l'ébullition des nouveaux personnages tirés de l'univers Marvel, mais connectés avec ceux qu'on avait déjà croisés. Donc c'était ça, en ça que le film était plutôt intéressant. C'est clair. D'ailleurs, Samuel L. Jackson, au début, il a hésité à reprendre son rôle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'avait pas voilà, il avait encore une petite apparition, quoi. Et Sam Jackson avait signé juste pour son apparition au début pour Iron Man. Et du coup, quand il a renégocié son contrat, en gros, il a renégocié aussi d'apparaître beaucoup, beaucoup plus à l'écran. Et c'est ce que Jon Favreau lui a promis, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il a re-signé. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il l'a re-signé à ce contrat-là, il l'a re-signé pour plusieurs films tout de suite derrière, quoi. Et ça a été d'ailleurs le premier après Robert Downey Jr. Parce que Robert Downey Jr. à cette époque-là, il avait signé pour 3 films. Et d'ailleurs, ça a été le deuxième acteur, Samuel L. Jackson, à re-signer pour plusieurs films derrière de la franchise Marvel.
Par contre, on a quand même eu le plaisir de l'arrivée de Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire, Grave. donc de Black Witch, Le Black Widow. Black Widow, mon Dieu. C'est mon expert Marvel. Hein. C'est ça. Alors, plusieurs actrices avaient failli avoir le rôle, donc les légendes citent Angelina Jolie, Jessica Biel ou Nathalie Portman. Alors, elle a décroché le rôle pour de nombreuses qualités, son côté physique aussi parce qu'elle est arrivée au casting avec les cheveux déjà roux, ce qui a tapé dans l'œil de Tu m'étonnes. Feige. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au final, ce n'était pas elle qui était choisie pour le rôle de Black Widow, et c'est que en fait, la personne qui a été choisie, et dont on ignore le nom aujourd'hui, s'est désistée, qu'on a rappelé Scarlett Johansson. C'est clair. Comme quoi, hein, des fois, et c'est vrai qu'en plus, quand tu regardes maintenant, bah, comme la plupart des personnages, tu te dirais, ça pourrait pas être une autre personne, quoi. C'est elle, quoi. Mais ce qui est très drôle, c'est que Scarlett Johansson décrit l'ensemble de sa carrière comme ça. Elle dit j'ai fait ma carrière sur le désistement des autres actrices. Comme quoi, ça fonctionne aussi. Bah, d'où la carrière qu'elle a eue. D'ailleurs, c'est comme pour le rôle de War Machine. Donc, dans le premier Iron Man, c'était Terrence Howard. Et il a été remplacé. Alors, la bonne manière cordiale a été dite que, en fait, artistiquement parlant, il s'y retrouvait plus, machin, ceci, cela, etc. Et qu'il voulait pas, re-signer pour une suite. Bon, la vérité, elle est toute simple, hein, c'est que l'acteur est assez connu quand même pour être très particulier sur les tournages et de pas créer une super ambiance, et c'est ce qui s'est passé sur le premier, et du coup Feige l'a juste tout simplement remercié, ils l'ont pas signé, et c'est comme ça que Don Cheadle a récupéré le rôle, et en même temps c'est pas plus mal parce que je trouve son côté, il est beaucoup moins physique, il est plus petit en plus que Terrence Howard, et du coup il amène plus d'humanité dans le côté War Machine. Et puis moi, je trouve la bonne idée aussi, c'est d'avoir pris un acteur qui, au niveau générationnel, avait un moins d'écart avec Robert Downey Jr. Ce qui, moi, dans le premier film, avait un petit peu gêné. Ouais, ils sont censés être des amis depuis de très longue date. Et moi, je ne juge pas trop des qualités d'acteur de Terrence Howard, mais pour moi, il y avait un fossé générationnel entre les deux qui n'était pas logique. Là, on sent plus le type buddy, c'est clair. Le bon pote. C'est clair. Alors, par contre, autre anecdote à propos d'un rôle, c'est celui de Justin Hammer, donc celui qui est le concurrent de Stark. Il était d'abord pressenti pour Al Pacino, rien que ça. Avant qu'il soit donné à Attends, les mecs, c'est quand même leur 3e film, et ils commencent déjà à se dire, bon allez, on va faire venir Pacino. Voilà, Pacino. Alors, par contre, petite anecdote, c'est que Sam Rockwell, il faut savoir une chose, c'est que dans la longue liste des acteurs qui avaient été pressentis pour le rôle titre d'Iron Man, Sam Rockwell faisait partie des petits chouchous du studio, ainsi que Tom Cruise. Voilà, donc il a fini par rentrer dans le rôle, dans l'univers Iron Man et donc Marvel, mais comme étant le concurrent de. Donc oui, ils ont été concurrents jusqu'au bout. C'est clair, ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, il est très bon dans le film. Ouais, non, franchement, bah, de toute façon, à chaque fois qu'il a un rôle de méchant, je trouve qu'il. Bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais dans Drôle de Dame, je trouve qu'il est juste génial dedans. Et donc Sam Rockwell est un parfait enfoiré. Voilà, c'est ça. Merci Sam. Et après, c'est un autre. Si, ils ont quand même eu un grand acteur, on va dire, enfin, qui l'a été pendant il y a quelques décennies. C'est Mickey Rourke, qui joue le rôle de Whiplash. Alors, il y a quand même un truc particulier dans ce film, c'est que, alors, pour préparer son rôle, bon, il est issu de l'acteur studio, etc. Mickey Rourke a été dans plusieurs prisons, c'est imprégné, etc. Parce que bon, il démarre le film, il est en tôle, hein, quand même. Mais surtout, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est là où va commencer les petites torbouilles de Marvel par rapport aux comics, et faire un peu, mélanger un peu des petites choses pour arranger scénaristiquement parlant. C'est que Ivan Vanko et Whiplash sont 2 personnages complètement différents dans les comics. Alors que là, c'est une seule et unique personne. Bon, je pense que scénaristiquement parlant, ça a arrangé. Comme ça a ramené en plus des noms connus des comics. Mais voilà, c'est le petit truc, c'est que Whiplash et Ivan Vanko sont 2 personnages complètement différents. Alors, sur les libertés qu'a pu prendre le studio Marvel sur les réalités des comics, on va pas dire que c'est la plus choquante. Hein. On y reviendra ultérieurement. C'est clair, oui. Voilà, je pense que peu de gens, à part des aficionados du personnage de Whiplash, s'étaient rendu compte de cette dissonance. On reviendra sur d'autres films Marvel où là, par contre, les libertés prises ont beaucoup plus choqué les fans des comics. Tu m'étonnes. Et du coup, scène post-générique. On continue sa confirmation d'agrandissement du MCU avec la scène du trouvaille, la découverte du marteau
de Thor. Ça, toi, tu te dis mieux que Feige, du Oui, coup. Thor. Bah Feige, oui, donc je le sens. Non, mais le mec est devenu patron du plus grand studio de cinéma et il a un nom imprononçable dans n'importe quelle langue. Donc aussi, c'est particulier. Enfin bon, bref. Donc du coup, on arrive sur Thor. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre, ouais. Donc 2011. Alors c'est sûr que au début, Marvel, c'était pas comme maintenant. Donc là, tu vois, 2008, deux films. 2010, un seul film. Hop, 2011. On arrive sur Thor. Donc alors déjà là par contre Marvel tape un très gros coup, c'est-à-dire que ils arrivent à signer Kenneth Branagh pour réaliser le film et avoir Anthony Hopkins dans le rôle d'Odin. Donc là déjà on comprend, vu le gros succès, enfin le carton mondial d'Iron Man 2, on comprend déjà que même les acteurs old school de l'ancienne génération commencent à s'intéresser à ça en se disant que Marvel commence à jouer dans la cour des grands, qu'il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Alors, dans la grande lignée des différents scénarios au niveau de l'acteur principal, donc dans le rôle de Thor, beaucoup d'acteurs étaient pressentis. Alors Brad Pitt, Channing Tatum, Daniel Craig, Tom Hiddleston, qui a du coup eu le rôle de Loki. Mais alors, du coup, pour certains qui seraient curieux, vous pouvez regarder sur Internet et fouiller, mais a fuité le casting de Tom Hiddleston pour le rôle de Thor. Donc, alors le problème, c'est que il y va très à fond, et le problème, c'est qu'on devient limite un peu risible, ce qui est dommage pour lui, parce que quand on sait à quoi ressemble Thor, physiquement parlant surtout, et bon, voilà, ça. Quand on voit le petit Tommy, ça fait un peu ridicule, et alors le blond lui va pas si mal que ça. Et d'ailleurs, pareil, dans les petites anecdotes, un truc incroyable, c'est que Chris Hemsworth n'a pas du tout eu envie de passer le casting de Thor. À la base, c'est son petit frère Liam qui a fait le casting. Donc il fait le casting avec plusieurs autres acteurs. Et du coup, c'est lui qui en parle à son frère en disant vas-y, tente ta chance et tout. Donc Chris y va, il passe le casting. L'intégralité des acteurs qui ont été castés sont rappelés, sauf lui. C'est-à-dire que son petit frère est rappelé, d'autres acteurs qui connaît aussi, qui ont fait le casting sont rappelés, et lui, non, pas du tout. Et c'est en fait Josh Whedon, qui avait tourné quelque temps avant La cabane dans les bois avec lui, qui en parle à Feige, et qui lui dit, écoute, franchement, il y a un truc avec lui à faire. Pour moi, Thor, voilà, il y a un truc physiquement et dans son interprétation, et surtout vocalement, parce que Chris Hemsworth, il a quand même une voix de dingue, et c'est comme ça en fait qu'il a été rappelé à la fin pour refaire un essai, et finalement en fait le studio a tout de suite compris que c'était lui, quoi. Alors, pour le rôle de Loki, on y revient, Jim Carrey était dans la shortlist de Marvel, avant que Tom Hiddleston passe le casting de Thor, donc, et tape dans l'œil de la prod pour le rôle. Voilà, comment un acteur en remplace un autre. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Jim Carrey, vous allez voir, va être un acteur qui va revenir plusieurs fois dans le MCU, et qui ne sera jamais, qui n'ira jamais jusqu'au bout. Mais vous allez comprendre qu'il va être que en fait le MCU le veut, Marvel le veut depuis longtemps, et pour l'instant ça s'est toujours pas fait. Alors pour Tom Hiddleston, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand on le voit maintenant, on se dit voilà, c'est Loki, il y a que c'est comme un peu Scarlett Johansson, etc. Mais enfin, il l'interprète tellement bien, mais il a quand même eu le rôle, alors que le mec est quand même roux, c'est un rouquin à la base. Alors, attention, hein. Il n'y a pas j'ai rien contre les roux. C'est juste que physiquement, il est à l'opposé de Loki, et juste une teinture, on teint les sourcils, et le mec, c'est Loki, c'est lui, quoi. Il n'y a pas de mystère, quoi. Alors, le film introduit aussi plusieurs autres personnages qui vont devenir récurrents par la suite. Alors, on retiendra quand même Nathalie Portman dans son interprétation du futur amour de Thor, Jane Foster. Alors, beaucoup ont dit de l'époque que malgré le talent d'actrice de Nathalie Portman, elle a quand même eu une présence un peu anecdotique, et que finalement, dans ce rôle-là, ça aurait pu être elle ou n'importe qui d'autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est ça. Est-ce que l'avenir de son personnage était... en fait, est-ce que ses analyses étaient prémonitoires de ce qu'est devenu son personnage par la suite ? Chacun est libre de l'interpréter. Mais alors, surtout, c'est l'arrivée de Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye. Ouais. Voilà. Donc là, ça commençait à... Tu m'étonnes. On mettait par petites touches. C'est Allez, ça. tiens, je te mets un petit personnage Marvel par là. Je sais pas comment on va faire par la suite, mais là, je te le mets là. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, parce que dès sa première apparition, je trouve que Jeremy Renner, dont on ne parle pas beaucoup finalement dans les analyses des films Marvel, pour moi, a vraiment fait une interprétation de dingue de Hawkeye. Et voilà. Donc, alors,
Ensuite, donc dans ce film-là, on retrouvera le docteur Eric Selvig, qui jouera un rôle évidemment plus pondérant et important par la suite, joué par Stellan Skarsgård. Donc, ce qui était très drôle, c'est qu'un Scandinave joue le rôle d'un spécialiste des dieux scandinaves, ce que parfois est quand même plutôt logique. Et donc, d'ailleurs, à la scène post-générique de Thor, on met en scène ce personnage avec Fury, et on voit le reflet de Selvig prendre l'apparence de Loki. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette scène-là a été tournée en fait par Josh Whedon lui-même. En fait, il a utilisé cette scène-là pour tester une nouvelle caméra 3D qui venait de sortir et qu'il avait envie d'utiliser pour Avengers, parce que bon, bah, voilà, il était déjà impliqué dans le projet. Et du coup, il a utilisé cette scène post-générique pour la réaliser et pour tester la caméra 3D, qui d'ailleurs sera utilisée après sur Avengers. Donc voilà pour notre ami Thor, notre dieu du tonnerre. Alors, l'année d'après, du coup... Non, pas l'année d'après, la même année, qu'est-ce que je dis? Après Thor, on a eu quand même le patron, Captain America, The First Avengers. Bon, c'est quand même le taulier des Avengers. Donc, alors, ça aussi, pareil, drôle d'histoire, c'est que d'introniser, entre guillemets, le patron des Avengers en dernier. Alors, oui et non, parce que bon, c'était quand même astucieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Captain America n'était pas non plus le personnage le plus connu internationalement parlant. Et en plus, son petit côté pro-Amérique, voilà. Marvel avait peur en fait de démarrer le MCU avec lui pour toutes ces raisons-là, parce que voilà, ils avaient peur d'un mauvais retour. Et finalement, en fait, le film a été super bon. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Kevin Feige s'est battu avec le reste de son équipe parce que personne ne voulait que Captain America se passe dans le passé, donc au moment de la guerre, etc. Et c'est lui qui s'est vraiment battu jusqu'au bout. Bon, en même temps, c'est le patron, donc c'est un peu normal qu'il ait eu le dernier mot. Oui, mais, enfin, franchement, il a eu le nez fin parce que je trouve que le film, ça donne beaucoup plus d'ampleur au personnage en plus. Alors après, non, il s'est quand même battu. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que ok, Feige est le patron des studios Marvel, mais l'argent n'est pas issu du studio Marvel. Il y a quand même des gens effectivement qui gardent quand même un œil sur la poule aux œufs d'or, qui était en train de devenir les studios MCU. C'est clair. Surtout que c'était Mickey, mais voilà, ça appartenait déjà à Mickey. C'est ça, Mickey était derrière. Et c'est vrai qu'encore une fois, le personnage de Captain America faisait pas l'unanimité en dehors justement des États-Unis. Et donc voilà, donc c'est pas le personnage, même dans les comics, le plus mis en valeur, le plus connu internationalement, parce que justement, de par son côté un peu chauvin, pro-américain. Alors, au niveau de la réalisation dans ce film, il y a eu plusieurs choix qui ont été faits. Feige s'est penché vers Joe Johnston, qui avait travaillé sur les premiers Star Wars et qui a réalisé entre autres Jumanji. Gloire à lui. Voilà, donc Feige était un fan du film, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, donc c'est comme ça que son choix est venu vers lui. Après, est-ce que c'est par son réalisateur qu'on se souviendra surtout de ce film? Je pense pas. Non, il faut être honnête, à côté de grands noms comme Jon Favreau ou on en parlait tout à l'heure pour Thor, Kenneth Branagh, bon, là le monsieur Johnston il a fait un très bon film, mais il restera pas dans les années. Après, le truc, c'est que Johnston aussi, voilà, il a vraiment explosé dans les années 80-90. Depuis, il n'a pas fait... hormis Captain America, c'est vrai que tous ces autres films sont pas des chefs-d'œuvre, quoi. D'ailleurs, au niveau du casting, bon, Chris Evans, ça, il n'y avait pas de doute. Mais pour le rôle de l'agent Carter, en fait, Hayley Atwell n'était pas celle qui était prévue au départ. C'était Emily Blunt. Et en fait, Emily Blunt a été carrément même présente pour les premières lectures de scénario. C'est-à-dire qu'elle était vraiment impliquée dans le truc. Et au dernier moment, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, c'est pas une question d'entente ou quoi que ce soit, mais je sais pas, c'est elle, d'un point de vue sensationnel, émotionnel, je sais pas, elle a refusé en fait au dernier moment le rôle, et c'est comme ça qu'elle est revenue à Hayley Atwell, qui était du coup la deuxième, est arrivée en deuxième de la liste, et donc voilà, donc comme quoi des fois les actrices peuvent, en même temps, bon voilà, Hayley Atwell, elle a eu la série Agent Carter derrière. Mais c'est vrai que dans les films, en tout cas propres, hormis Captain America, après on l'a quasiment plus vu. Voilà. Donc je ne dirai pas pour le reste, parce que pendant que nous enregistrons ce podcast, Endgame est sorti, mais peut-être que tu ne l'as pas encore vu, toi qui écoutes. Donc il faudra attendre la 3e émission pour qu'on en parle. Bref, donc en revenons à notre Captain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, le super acteur, alors lui que j'adore, qui s'appelle Stanley Tucci, qui joue le rôle de du docteur Reinstein.
Le mec a juste accepté ce rôle pour une chose, c'est il rêvait il rêvait de jouer avec l'accent allemand. Voilà, donc le mec a juste réalisé un de ses rêves. Voilà, bon bah écoute, tant mieux pour lui. En même temps, il est génial dans le film, comme à chaque fois. De toute façon, enfin, ce mec-là, pour moi, est un des meilleurs acteurs qui est trop souvent dans les seconds rôles et qui a pas assez de premiers rôles et qui mériterait beaucoup mieux à Hollywood. Mais en tout cas, voilà, le mec a accepté juste pour jouer avec l'accent allemand. Et il faut dire qu'il le fait tellement bien, l'accent allemand. C'est clair. Ah, c'était un plaisir de l'entendre. Alors, un autre acteur incontournable de ce film, Hugo Weaving, alors, qui joue le crâne rouge, le méchant du film. Alors, passer des heures au maquillage, c'était assez compliqué pour lui. Alors, précédemment, il avait surtout connu la pose soit du costume 3 pièces et des lunettes de soleil, ou alors à la rigueur de oreilles pointues en latex pour jouer son rôle d'elfe. Donc là, c'était un peu compliqué, c'était vraiment tout le visage qui était pris. Mais alors, quand il a vu les possibilités d'expression que le match lui avait apporté, ça a été un bonheur de jouer pour lui. Alors, le bonheur n'a pas duré, soyons honnêtes, puisque Hugo Weaving n'interprétera le crâne rouge que dans le film Captain America First Avenger. Mais bon, à ce moment-là, ça lui avait plu. Et alors bon, après voilà, pour moi, Captain America, franchement, sur la phase 1, c'est un des meilleurs films avec Iron Man. Enfin voilà, pour moi, je l'ai vraiment bien aimé du début jusqu'à la fin. Et du coup, bah ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'anecdotes qui sont sorties de ça. Alors peut-être bon, la scène post-générique qui est juste un simple dialogue voilà, entre Captain America et Nick Fury, et pour faire le pont Avengers en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que la scène n'apporte pas grand-chose, mais je pense que voilà, ils se sont dit qu'il fallait faire un truc quand même pour faire le lien, parce que bah, Avengers c'était le prochain à arriver, quoi. Et enfin arriva donc l'année bénie de 2012. C'est clair. Du coup, ouais, Avengers 2012. Donc là, c'est le rassemblement que tous les fans attendaient depuis 2008, hein, depuis le début. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avengers a été annoncé à la Comic Con lors d'un panel. Enfin, vous pouvez aller voir sur YouTube quand juste le A des Avengers, le logo apparaît sur les écrans. Enfin, c'est un truc de fou dans la salle. Et franchement, enfin, voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez Comic Con San Diego, Avengers, vous verrez bien. Donc alors le film est réalisé et écrit par Josh Whedon. Alors le scénario, il l'a écrit avec Zach Penn. Ce qu'il faut savoir, c'est que Whedon est impliqué du coup dans le MCU depuis Thor à peu près. Ah, ouais, depuis Thor. Il est là un petit peu en retrait, mais voilà, déjà il était il avait déjà signé pour devenir le réalisateur d'Avengers. Donc du coup, il réunit les 5 personnages plus Hulk, donc les 6 en fait, les original 6. Et donc du coup, à ce moment-là, Edward Norton a quitté le projet. Ce qui m'étonne pas non plus, parce que bon, je pense qu'il n'a pas gardé un super souvenir de Hulk. Et je pense aussi que Feige et Whedon n'avaient pas non plus envie de s'emmerder, on va dire, hein, pour dire les mots clairement, avec un mec qui allait réécrire les scènes, qui allait faire voilà, son Shakespeare à chaque moment. Donc voilà, je pense que pour l'intégralité, enfin le bien de tous, et puis en plus surtout, c'est la première fois que tous les acteurs du MCU allaient jouer ensemble, vraiment. Et leur but, eux, c'était de créer une cohésion. Et c'est comme ça que est arrivé monsieur Mark Ruffalo, comme par hasard, qui était quand même la première idée de Louis Leterrier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ruffalo et Norton étaient potes. Et Norton aussi a parlé, c'est lui aussi qui a un peu poussé Feige et Marvel à choisir Ruffalo et à le proposer. Et ils ont eu tout à fait raison en plus d'accepter, quoi. Alors, évidemment, on va pas revenir une énième fois sur le film, on va pas faire une analyse du film. Alors, on est obligé de dire comme que c'est un très bon film, même un film qui a été fait pour les fans, mais qui peut être apprécié par tous, je trouve, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a un bon rythme. Il y a des scènes d'anthologie, comme celle entre Loki et Iron Man, et le fameux « Nous avons un Hulk », ou la scène où Hulk, encore lui, comment dirais-je, démonte Loki, et surtout la scène du rassemblement, qui moi à chaque fois que je la vois, mais juste en extrait, moi je la vois, elle me refout des frissons à chaque fois. Parce qu'effectivement, ce film, c'était l'aboutissement, déjà à ce moment-là, en 2012, c'était l'aboutissement d'un fantasme de fans, ça c'est clair, et aussi l'aboutissement de très bons films qui s'étaient enchaînés jusqu'ici,
et qui ont amené à Avengers. Tu m'étonnes. Et en plus, l'apothéose, quoi, la cerise sur le gâteau, c'est la scène post-générique qui intronise Thanos. Et là, enfin, c'était juste, enfin, c'était un truc de fou, quoi. Se dire que ça allait, enfin, forcément, s'il arrivait, alors, effectivement, au moment de la scène post-générique, on n'était pas censé comprendre que ça allait être le fil conducteur sur 11 années. Ça, je suis d'accord. Pour moi, franchement, il allait arriver au film d'après, enfin, en tout cas, au prochain Avengers. Mais je pensais pas qu'ils allaient réussir à tirer le fil comme ça, et surtout de le tirer super bien, et d'arriver à nous amener jusqu'à Infinity War. Parce que franchement, ils ont réussi à l'insérer comme ça, par petites gouttes, et c'était super bien fait. Puis quand il apparaît, quoi, c'est juste un bonheur jubilatoire, quoi. Un truc de fou. Alors, petite anecdote sur la deuxième scène post-générique. Alors, pour ceux qui, ce jour-là, étaient restés vraiment jusqu'au bout du générique, et on a appris par la suite qu'un vrai fan Marvel reste jusqu'à la fin du générique. Alors, dans le fameux fast-food, dans le fameux restaurant de shawarma, qui a été évoqué plus tôt dans le film par Robert Downey Jr. Donc, si vous la regardez à nouveau, alors, petite chose, vous verrez Chris Evans se tenir une partie du visage. En fait, c'était pour se cacher sa barbe. Parce qu'à ce moment-là, le film est fini de tourner depuis un moment. Ils se sont dit, tiens, allez, pour le fun, on se refait une petite scène post-générique. Et à ce moment-là, lui, il était en plein tournage du film Snowpiercer, le transpersonnage. Vous voyez pas de quoi je parle? Alors, comme beaucoup de gens, je vous l'accorde. Mais c'est pas grave. Donc voilà. C'est pas le meilleur film de sa carrière, quoi. Non, mais alors, petite anecdote, parce qu'on est sur les anecdotes, ce film va devenir une série. Voilà. Vraisemblablement. Donc voilà. C'est la fin donc de la fameuse phase 1 du MCU. C'est clair. Donc c'est pareil. À ce moment-là, on sait maintenant que c'était la fin de la phase 1. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est la fin, on a la boucle est bouclée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps pour notre bien à tous, quoi. Donc voilà. Donc, mes amis, c'est déjà la fin de cette première partie de notre podcast. Oui. Hein. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler maintenant de la phase 2, qui va être une phase... Donc, la phase 1, juste après, c'est la phase 2. C'est un truc de fou. C'est vachement bien fait. Hein. Ils ont pensé à tout. Non, mais je te jure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phase 2 va être quand même un peu plus condensé en termes d'épisodes. Donc voilà, donc on espère que ça vous a plu, que ce premier petit podcast du Damien Cinématique Universe vous a bien fait kiffer. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme d'hab, hein, je vais pas faire mon youtubeur professionnel, hein. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, donc sur la page Facebook officielle, sur Twitter ou sur le site damiencinematicuniverse.com. Et laissez-nous des petits commentaires. Et puis écoutez, nous on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la phase 2. Voilà, et je vais même vous faire la fin avec l'accent allemand pour dire que moi aussi je vous retrouverai, Monsieur S, pour la phase 2 et toutes les anecdotes qui en ressortent. Je suis désolé pour cette mauvaise imitation. Allez, salut les amis, à la semaine prochaine. Bye.